Dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Télé 50, simplement congolais. Je l'ai annoncé depuis tout à l'heure, ce générique le confirme. Nous sommes bien avec Jean-Marie Kassamba pour les dessous des cartes. Comment se porte le monde? Comment se porte la République démocratique du Congo? On a vécu beaucoup d'actualités cette semaine. En ce premier trimestre de 2026, on a besoin de sa lecture. Il annonce des choses qui arrivent, qui se passent parfois parfaitement comme il l'avait prédit. Donc nous savons que vous l'aimez le suivre, vous l'aimez l'écouter. Il est avec nous ce vendredi matin, Jean-Marie Kassamba. Bonjour et bienvenue. Merci et bon week-end. Toujours stylé, hein, monsieur Ochokou? Toujours dans votre école, oui. Jean-Marie Kassamba. Oui. Et tel que j'étais en train de l'annoncer tout à l'heure, Télé 50 fait la une de l'actualité. Cette fois, pas seulement à Kinshasa ou en RDC, mais précisément dans la région des Grands Lacs. Nous nous rendons compte qu'il y a un laboratoire au niveau du Rwanda qui enregistre des émissions de Télé 50 au niveau du gouvernement, des mois, des années plus tard, pour les utiliser lors d'une commémoration officielle. Les 31 ans du génocide, Télé 50 a fait la une de l'actualité au Rwanda avec un petit montage qui a dérangé. Jean-Marie Kassamba, c'était votre émission. Oui, absolument. Ce qui montre à suffisance que nous sommes très suivis non seulement ici au Congo, à travers l'Afrique, à travers le monde. Nous avons eu la chance de recevoir la semaine dernière ici la direction générale de RFI qui était venue passer des événements avant notre qualification ici à Kinshasa. Le directeur est venu dans nos installations. Comme Canal+, ils nous ont effectivement félicités pour le travail que nous faisons ici. Oui, effectivement, au Rwanda, on nous suit. Même en ce moment, on nous suit d'ailleurs. Comme vous avez déjà annoncé les dessous des cartes, ils sont en train d'enregistrer pour voir comment ils vont pouvoir soit détourner, soit comprendre comment fonctionnent les choses à RDC, parce qu'ils savent que nous faisons ce travail avec beaucoup de pertinence, beaucoup d'exigence et surtout beaucoup de professionnalisme. Alors, de quoi il s'agit? Vous étiez en face de lui, vous êtes très pointilleux, oui. Vous ne laissez jamais passer des détails comme ceux-là. Est-ce que vous avez entendu le ministre de la Communication en face de vous, sur Télé 50, en train de stigmatiser la communauté Tutsi? Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Patrick Mouyaya, c'est un journaliste. C'est un communicant, pour ne pas dire spécialiste de la communication. Il a lui-même une agence de communication par ailleurs. Et puis, il a l'exercice du pouvoir législatif. Il est ministre depuis bien longtemps et il connaît l'environnement international. Il connaît le poids de mots, la signification de mots. Et lui-même, il a inventé ou mis en place ce qu'on appelle les narratifs congolais. Donc, il sait ce que ça veut dire. L'utilisation, c'est un terme. Et donc, il ne pouvait pas, surtout sur mon plateau, devant moi, utiliser des termes ambigus ou des termes qui peuvent pousser les gens à penser qu'il doit être soit tribaliste, régionaliste, ou révisionniste, ou anti-Tutsi, etc. Non, il n'est pas question de ça. Il n'a pas été question d'ailleurs dans cette émission. Il y a tout simplement les détournements de cette émission par les Rwandais à des fins essentiellement politiques, des manipulations. Et Dieu sait que pour cette commémoration de leur génocide, tout est bon. Et c'est des bonnes guerres d'ailleurs. L'intelligence artificielle aujourd'hui, la propagande, la guerre asymétrique aujourd'hui, concourt à ce que les adversaires utilisent tous les moyens pour déstabiliser leurs challengers. Ça s'est fait en ce moment d'ailleurs, on en parlera suffisamment, entre les Américains et les Iraniens, entre les Européens et les Africains, entre la France et l'AES par exemple. Et donc, c'est ça qu'on appelle la manipulation, la communication moderne. On parle d'un extrait où il parle de tout type qu'on a transformé en Tutsi. Oui, ils ont contracté tout simplement, ils ont contracté le montage basique. Il suffit, aujourd'hui, vous savez qu'avec le numérique, on peut
contracter, on peut élargir, on peut tout faire. On peut tout faire. Même donner la signification aux choses dont il n'est pas question. Mais ce qu'il faut retenir est que les Rwandais ne blaguent pas avec la communication. Ils savent le poids, ils savent ce que ça signifie. Parce que les Occidentaux, ils sont très attachés à ça. Ils savent que tout ce qui touche FDLR, tout ce qui touche les communautés Tutsi, tout ce qui touche destruction du Rwanda, tout ce qui touche... Là, ils ne blaguent pas avec. Et donc, c'est à nous. Moi, j'ai fait un travail de troisième cycle, doctorant à ce moment, sur la communication des crises. Et là, on est plein dedans. Et j'avais cité d'ailleurs dans ce travail beaucoup de fois le ministre Mouyaya, dans ses tweets, dans ses interventions, etc. Et il faut qu'on formalise ça, la communication des crises, la communication stratégique. Si on ne le fait pas et si on le fait mal, on va subir. Et ce n'est pas encore tôt. Ce n'est pas encore tôt pour ne pas dire, on n'a pas encore gagné du temps en ce qui concerne la communication des crises. Aujourd'hui, sur le plan militaire, on a du mal à éventrer les Rwandais, à les chasser. Vous avez suivi la dernière intervention de Paul Kagame, il dit « Moi, je ne veux pas lever mes mesures défensives aussi longtemps que la communauté internationale, notamment les Américains, laisse Tshisekedi faire ce qu'il est en train de faire. » Il a invité qui? François Soudan, qui est quelqu'un qui est proche naturellement du Rwanda, et c'est un grand journaliste, on va dire, dans cet environnement géostratégique panafricain. C'est un ami, on se connaît depuis une quarantaine d'années. Et pourquoi faire passer les messages à travers Jeune Afrique? Parce que nous sommes en perspective de l'élection pour désignation du futur secrétaire général de l'EF. Ils savent que Macron, il est aussi entre nous et le Rwanda encore. Et donc, l'environnement francophone élu ou lit Jeune Afrique. Et donc, il fallait que François Soudan soit l'invité là-bas à Kigali, et Kagame a donné ce message. Et c'est une façon de nous alerter. Moi, j'échange énormément avec les autorités ici. Je leur dis, ne minimisez pas la communication parce que seule la communication aujourd'hui peut inverser les choses. Regardez ce qui se passe en Iran. Avec beaucoup de communication, un peu de tact et des missiles, ils viennent de vaincre les États-Unis. C'est très bien. Alors, je vais prendre un autre, comme vous avez parlé d'Iran et de communication, il y a un autre sujet. Il y a cette polémique qui enfle en ce moment sur les migrants qui vont provenir des États-Unis pour être déportés en quelque sorte ici à Kinshasa. Il y en a qui ont interprété ça de plusieurs manières. Vous, vous êtes renseigné, documenté, vous avez de l'expérience. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y aura des tentes sur le boulevard du 30 juin ici avec des gens venus de plusieurs pays? Ce sera un télé, ils seront combien? Ils seront là pour combien de temps selon votre expérience? Non, il faut comprendre que s'il y a un talent que Tshisekedi, Félix a, c'est d'avoir inversé en quelque sorte la démarche qu'avait installée Paul Kagame depuis bien longtemps. Ça veut dire quoi? Je suis proche de vous, occidentaux, Union européenne, États-Unis, etc. On appelait globalement les anglo-saxons. Et je peux faire le travail à votre place. Je peux intervenir dans le pays où il y a de vos intérêts, au Mozambique, en Centrafrique, en Somalie, etc. Donnez-moi le pognon. Et moi, je vais faire le sale boulot. Je peux, moi, aller m'occuper de la sous-région, parce que dans les années 90, c'est les Américains qui ont désigné Museveni comme nouveau patron après Mobutu de la région des Grands Lacs. Et c'est Mobutu, installé par la CIA. Bien sûr, en 1960, la CIA a installé Mobutu depuis 1958. Ils l'ont déniché à Bruxelles, ils l'ont amené, parce que Mobutu faisait ses études là-bas. Et quand il y a la table ronde de Bruxelles... Notamment le journalisme aussi. Oui, il était journaliste. La table ronde de Bruxelles, les Américains ont dit, bon, quel est dans cette communauté congolaise les esprits brillants? Ils ont vu Mobutu, journaliste, comme quoi notre métier, hein, c'est très significatif. Et puis, qui parle bien, qui comprend, et puis qui est un ancien militaire, parce que Mobutu avait quitté déjà l'armée. Et donc, allez, on le prend, on le forme, on le met à côté du grand leader de l'époque, donc Lumumba. Il devient son secrétaire particulier. Et tout ce qui se disait à la table ronde, les Américains étaient au courant grâce à Mobutu. Et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés ici à Kinshasa, Mobutu était dans la dynamique. Les commissaires généraux, enfin les commissaires qu'il avait installés à Tshisekedi à l'époque, les jeunes intellectuels, ça c'est les coups de la CIA. Ils ont fait leur premier coup d'État en septembre 1960, quand il a neutralisé Lumumba et Kasavubu.
Et on lui a dit, tu n'es pas encore outillé. On attend 5 ans plus tard, en 1965, le 24 novembre exactement, et la CIA a pris le pouvoir, et c'est Mobutu qui est resté pendant 32 ans. Je ferme la parenthèse. Et donc, Museveni a été choisi par les Américains. Les Américains ont dit, voilà, Mobutu c'est fini, on va prendre Museveni pour gérer la région des Grands Lacs. Museveni avec son petit, qui gérait ses services de renseignement, parce que Kagame est formé par les Américains là-bas pour les services de renseignement. Et donc, on a mis Kagame à la tête de la rébellion anti-Abiyarimana, les FPR donc, qui a fait la guerre contre les Français qui étaient aussi là-bas pour protéger Abiyarimana. On a défenestré Mobutu et c'est Kagame qui est resté en place aujourd'hui pour faire le sale boulot depuis bien longtemps. Qu'est-ce qui se passe avec Tshisekedi maintenant? Quand Tshisekedi arrive, il comprend que sur le plan militaire, on ne peut pas vaincre. Kagame est très proche des Occidentaux. D'ailleurs, la MONUSCO qui est venue chez nous n'arrive pas toujours à identifier si c'est eux qui nous attaquent ou pas. Rappelez-vous ce qu'a dit le secrétaire général des Nations Unies, que la M23 était plus outillée, plus armée. Tout ça, c'est le narratif de la communauté anglo-saxonne et Kagame en tête. Tshisekedi dit, bon, moi aussi, je vais me rapprocher de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Américains? Ils veulent nos minéraux, ils veulent régenter la sous-région. Et puis, il y a les Chinois qui sont ici. Les Américains aimeraient bien se faire de l'espace pour bousculer un tout petit peu les Chinois. Et les Américains disent, mais enfin, nous, on veut le terrain. Qu'est-ce que toi, tu veux? Ils disent, non, moi, je veux que vous calmez un peu Kagame. Et puis, ce qu'ils vous proposent là, moi, je peux aussi vous proposer ça. C'est dans cette dynamique que Tshisekedi est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire avec les Américains. Non seulement le rapport stratégique, mais aussi tous les à côté. Les à côté, c'est quoi? Par exemple, ces migrants. Ces migrants, ce sont les prisonniers, les gens qui sont refoulés là-bas, les Mexicains, tous ces pays-là. Enfin, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui sont dans la zone d'attente, ou certains qui sont en prison, et qui coûtent cher au Trésor américain. Nous, on a de l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais qu'il dit il y a de l'espace chez moi, mais ces gens-là risquent de me coûter cher. Là, non, 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 l'argent qu'on dépense ici, on peut vous ajouter un peu plus, mais vous pouvez les gérer un peu chez vous là-bas, soit temporairement, soit pendant un temps. N'oubliez pas qu'au Congo-Brazzaville ici, il y a une forte communauté rwandaise qui est dans l'agriculture, qui fait un certain nombre de choses. N'oubliez pas qu'en Ouganda, il y a beaucoup de réfugiés qui sont certains dans le camp, d'autres sont reconvertis dans la société. Et les Ougandais touchent beaucoup d'argent de la communauté internationale. Une partie de cet argent, ils entretiennent un peu ces gens-là. L'autre partie, ça fait fonctionner leur économie. La solidarité internationale. Oui, on peut habiller ça comme on veut, mais en réalité, c'est ça. Et tu dis, mais bon, cet argent-là, nous aussi, on peut en avoir besoin. Enfin, on peut aussi en tirer profit. Et on va faire la bonne cause. Autrement dit, on est autour de votre partenaire. Nous, ça ne nous choque pas. Et donc, que les Congolais ne prennent pas ça comme étant une menace existentielle. Nous sommes un grand pays. On peut absorber suffisamment d'étrangers, ça ne fera absolument rien. Si notre leadership est fort, si notre administration est forte, nos services de renseignement sont forts, ça sera comme il est possible. Bien au contraire, on va les utiliser à faire beaucoup de choses. Nous avons déjà beaucoup d'étrangers ici. Est-ce que vous savez combien de Libanais sont ici? Combien d'Indiens? Combien de Turcs, etc. Notre économie aujourd'hui, elle est pilotée par qui? Les étrangers. Est-ce qu'on a cessé d'exister? Non. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'étrangers. Beaucoup de pays vivent avec les étrangers. La France, si vous voulez que je vous en parle. La France, son économie est basée sur les étrangers. Tous les métiers, bâtiments, restauration, ce sont les étrangers. Même ceux qui font des études dans les grandes universités là-bas, c'est rarement les Français. Mais allez aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite. Donc, cette petite guéguerre de dire, oui, Tshisekedi est en train de nous exposer, etc., ce n'est pas comprendre comment fonctionne le monde aujourd'hui. Le monde fonctionne avec les forces des autres, mais l'administration pour soi, et vous pompez maximum de pognon, excusez-moi des termes, pour essayer de faire avancer votre pays.
Vous parlez d'argent, vous parlez de pognon. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va parler d'un homme qui fait un travail aussi remarquable. Ce matin, le public a vu sur le bandeau défilant de Télé 50 en rouge que Doudou Fwamba devient le premier ministre des Finances à faire entrer la RDC au niveau des marchés internationaux. Il y en a qui ne comprennent pas. Ça veut dire quoi? Vous avez fréquenté les milieux des banques aussi en Europe. 10 ans de banque. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qu'est-ce que Doudou Fwamba a fait? Écoutez, Doudou Fwamba, c'est la chance que Félix Tshisekedi a, et surtout, c'est la chance que l'IDPS a d'avoir un ministre des Finances qui est à la fois technocrate, patriote, réformiste, et surtout qui a les pieds sur terre. Parce que Doudou Fwamba est l'un des rares ministres qui dit le Congo n'a pas commencé avec nous, l'IDPS. Doudou Fwamba dit avant nous, il y a eu des choses. Pendant que nous sommes là, nous sommes en train de faire des choses. Et quand nous allons partir, nous devons laisser des choses pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il vient de faire, Doudou Fwamba? Vous savez, pour financer une économie, il faut de l'argent. Et beaucoup d'argent. Cet argent peut provenir de quoi? De votre production nationale, ce qu'on appelle PNB, PIB, PNB. Ça peut provenir de la coopération internationale, ce qu'on appelle les partenaires qui apportent des appuis budgétaires. Ça peut provenir également des dons et de votre diaspora également. Mais nous, sur le plan international, nous n'avions pas de crédibilité pour aller chercher l'argent sur le marché financier international. La France, par exemple, utilise le trésor, l'or, les francs CFA, enfin, les économies des pays de la zone CFA. C'est avec cet argent que la France va aller sur le marché financier, emprunter de l'argent pour financer son économie et rembourser. Nous n'avons pas cette crédibilité. Pour la première fois, la RDC va aller lever des fonds pour financer son économie, pour financer ce qu'il est en train de faire. Parce que nous avons une capacité de remboursement très importante. Nous avons nos minéraux, nous avons la population, nous avons une économie forte, mais il nous faut des financements. Est-ce que vous savez que la coopération, ce que vous appelez ici l'Agence française de développement, USAID, PNUD, tout ça. C'est moins 30%. Et surtout, Trump est venu tout couper. Et du coup, la RDC a perdu beaucoup de moyens pour financer son économie. Moi, j'ai reçu le ministre de la Santé cette semaine qui a dit l'USAID qui avait coupé, donc Trump qui a coupé ses financements donc, de l'aide au développement, ça pénalisait toute, on va dire, la partie santé. Tous les programmes qui étaient faits pour la santé, lutte contre le sida, Ebola, tout ça s'était coupé. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? C'est ce que Fwamba vient de faire. Donc Fwamba, non seulement il travaille d'une manière structurelle, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans le débat politicien, un peu, je dirais, militant, etc. Et c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup, on va dire, soutenir, encadrer et plébisciter dans le sens de dire si tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider pour réussir ces deux mandats, il faut des gens comme Fwamba. Même au niveau de la coordination du gouvernement. C'est là où notre Premier ministre, enfin moi je dis toujours avec beaucoup de sympathie, il a un problème de coordination, un problème, on va dire, de leadership au niveau du gouvernement. Fwamba, il est certes ministre des Finances, mais les choses qu'il pose, les actes qu'il pose, font de lui un des grands ministres de cette République, enfin de ce gouvernement, qui a de l'avenir, qu'il faut vraiment suivre de très près. Et nous avons décidé de le suivre un peu de près pour voir un peu ce qu'il est en train de faire, parce que regardez même avec la Banque centrale, ça serait peut-être votre question, les réformes apportées par le gouverneur de la Banque centrale. On a parlé de l'amélioration du taux. Le président Tshisekedi a même dit aux jeunes au stade. Vous dites qu'il n'est pas très politique, mais on l'a vu comme ça. Bien sûr que c'est politique. Problème sur la place publique, des partenaires, ou on va dire des collègues, comme le gouverneur de la Banque centrale autrefois, ou encore le gouverneur de Kinshasa. Peut-être que vous allez en parler. Oui, aussi. parce que c'est un gouverneur un peu atypique. Il a une dose de politique dans tout ce qu'il fait.
Et cette dose de politique, André Ouamesso. oui, perturbe un peu, on va dire, les actions. Parce qu'il est de l'IDPS, c'est très proche de Félix Tshisekedi, Il venait d'être conseillé. c'est les durs des durs. Et donc, c'est Latin Djirkaba, etc. C'est un bon financier, c'est un bon banquier. Donc, il connaît un peu les méandres des finances. Mais quelquefois, les choses qu'il pose perturbent en quelque sorte la quiétude et du gouvernement et de l'ensemble de la population. Je vous donne 3 exemples. Premier exemple, il parle de mesures qu'il avait prises pour améliorer le franc congolais, en allant sur le marché, injectant des devises, etc. Godin Poïla dit avec beaucoup de pertinence, ça fait perdre aux régies financières énormément d'argent. On a eu des problèmes de paiement de janvier jusqu'à fin mars ici. Et puis, on a maintenu notre franc avec beaucoup de dédoigtés, ce qui n'était pas très nécessaire. Il a sorti, pas une bourde, mais une réflexion qui était à la fois vraie mais fausse en même temps. Que les pasteurs devaient payer, vous financez les PMU. Mais ce n'est pas le rôle des pasteurs de le faire, même si le pasteur ne paye pas l'impôt, la majorité d'ailleurs, c'est qui est une erreur ou une faute, n'est-ce pas? Mais c'est l'État. Moi, j'enseigne les cours d'entrepreneuriat. Le cadre entrepreneurial, ce qu'on appelle l'écosystème, c'est l'État d'abord, sur le plan législatif, sur le plan financier, sur le plan de la communication, qui installe l'entrepreneuriat, qui encourage les créateurs d'entreprises, qui défiscalise les cas échéants. Ce qui n'est pas fait. Où est la banque d'investissement? Où est la banque d'entrepreneuriat? Ce n'est pas FOGEC, ce n'est pas le FPI qui pose énormément de conditions aux jeunes entrepreneurs, etc. Qui finance nos start-up? Il y a énormément de problèmes. Ce n'est pas le gouverneur de la Banque centrale qui peut dire que la société civile va financer l'entrepreneuriat. Et vous avez vu la réaction de Pasteur. Très en colère. Il n'aime pas qu'on touche à ça. Hein. Oui, mais enfin, il va acheter les costumes et les voitures avec quoi? Oui, mais c'est ça la société un peu dépravée que nous avons. Les pasteurs qui devaient être comme aux États-Unis, en anglais, partout, déclarer ce qu'ils font, qu'il faut qu'il y ait de la comptabilité, etc. Ils font travailler les gens au noir, ils ne payent pas l'impôt. Quelquefois, beaucoup ramassent l'épargne de pauvres disciples. Non, c'est qu'ils blanchissent de l'argent. Mais bien sûr qu'ils blanchissent parce qu'ils ne déclarent rien. Toute cette masse financière qui est accumulée chaque week-end ou même en semaine, etc., on ne sait pas où est-ce que c'est versé, c'est même pas souvent bancarisé. L'autorisation dont on parle, c'est ça, parce qu'il y a des paniers qu'on met des dollars, des paniers qu'on met des francs congolais, etc. Des coffres forts. Il suffit de perquisitionner la plupart des bureaux de ces pasteurs, vous allez trouver beaucoup de liquide là-dedans. Mais là n'est pas la question. L'autre question, c'est quand le gouverneur de notre Doudou Famba dit le financement des infrastructures. Ça, c'était grave, ça a énervé les gens. Parce que de janvier à mars, ici, on a fait pression, vignettes, permis de conduire, contrôle technique, assurance, tout ça. Les gens ont dépensé jusqu'à $500 par véhicule. Et on dit que ce n'est pas cet argent-là qui finance les routes qu'on est en train de voir à Kinshasa. Mais c'est la colère de la population. Mais il a raison. Il a raison, pourquoi? Parce que jusque-là, l'investissement pour les infrastructures à Kinshasa, c'est l'État. Enfin, l'État central. Et qu'on ne se trompe pas. Daniel Bumba n'a pas mobilisé autant de moyens que vous le pensez. Les taux de paiement même de cette vignette, c'est moins de 20%. Il y a beaucoup de cas de triche, de passe-droit. Exemple, l'État. L'État devrait donner l'exemple. La plupart des escortes que vous voyez passer, ils n'ont pas de plaques, ils n'ont pas de papier. Et beaucoup de ministres, des députés, ils ont 5-6 voitures qui ne sont pas en ordre et qui passent. Et puis, on peut même pas les contrôler. Qu'est-ce que vous voulez que Daniel Bumba fasse? Vous savez qu'à un moment donné, il voulait contrôler tout le monde. Moi, je vois le sous-ministre des Transports avait lancé ça. Mais qui a travesti ou n'est pas obtempéré à cette disposition? Ce sont les officiels. Et donc, aujourd'hui, c'est lui qui finance les travaux à Kinshasa, c'est le gouvernement central, c'est Doudou Famba. Et il faut donner les moyens à Daniel Bumba. Il faut le laisser faire ce travail, il faut le laisser, en quelque sorte, imposer l'autorité de l'État.
Si la police, et là, je vais faire une réflexion au président de la République en tant que citoyen, quand il parle des policiers qui ne doivent pas arrêter les jeunes gens qui sont avec des LOX, etc., c'est peut-être dit dans les sens qu'il faut protéger les jeunes gens. Le look, le faciès, etc., ça ne doit pas être la raison. Mais aussi, il faut le savoir, M. Ochokoum, la plupart des jeunes gens qui ont des cheveux, des locks, des tatouages, etc., ce sont ces jeunes gens-là qui affrontent la police. Et une police à qui on a dit désormais, vous ne pouvez pas toucher ces jeunes gens-là, ben, ils vont se sentir comme s'ils sont immunisés. Et c'est l'autorité de l'État. Oui, et ça, il faut qu'il y ait un réajustement des discours, il faut qu'on explique. Parce que le commandant de la ville, il a besoin, lui, d'avoir la force de l'État pour maintenir l'ordre public. Et l'ordre public n'a pas besoin d'avoir le cœur, n'a pas besoin des sentiments des droits de l'homme, etc. Rappelez-vous, Kanyama. Seul le nom de Kanyama imposait le respect. Aujourd'hui, beaucoup de policiers ont peur parce que parfois on les décourage, parfois, comme ils n'ont pas beaucoup de moyens pour maintenir l'ordre, si une balle est partie, eh ben, ils sont jugés en flagrance et condamnés souvent à mort. Et donc, l'autorité de l'État pose problème. Vous avez aussi les brigades du parti au pouvoir qui fait régner l'ordre à sa manière. Par exemple, ça crée tout un désordre. Moi, j'aurais voulu que le chef de l'État tape du poing sur la table pour dire les jeunes militants des partis qui se comportent comme, en quelque sorte, des forces politiques, des forces publiques, des forces de sécurité, il faut qu'ils cessent de le faire. Il faut laisser la place ou le rôle de maintien de l'ordre à la police, à l'armée. Donner les moyens aussi, parce qu'ils ont, en ce moment, les policiers ont même un problème de tenue. Et surtout les moyens, M. Tchoukoum, surtout les moyens. Moi, je connais beaucoup de policiers, beaucoup de, même des gens des services qui n'ont pas de logistique. Comment vous allez maintenir l'ordre public dans une capitale de presque de 20 millions d'habitants, Kinshasa? Au niveau du gouvernorat de la ville de Kinshasa, on donne peu de moyens à la police, au commandement de la ville. Toutes nos brigades d'intervention dépourvues de moyens logistiques, de locomotion, de télécommunications. Et on a des braqueurs en plein jour maintenant. Mais bien évidemment, parce que... Des braqueurs qui viennent entraîner à 30, 100 mètres des commissariats de la police sans crainte, en plein jour. Testent la riposte. Testent comment ils peuvent être mis en difficulté. Et quand ils sentent qu'il y a beaucoup de failles, l'intervention peut tarder. Ces policiers, quand ils vont venir, ils ne peuvent pas maintenir l'ordre assez rapidement. Et quand bien même on peut les arrêter, il y a des interventions, etc. C'est un peu la bérésina. Mais je pense que tout ceci peut entrer en ordre avec ce qu'on appelle l'état des droits effectifs maintenu sur la place. Alors, je pêcherai de ne pas vous poser aussi des questions sur les démarches politiques du président de la République. Oui. On peut dire qualification des léopards à la Coupe du Monde, certes, mais on a vu une vidéo au niveau du site de la présidence qui parle de qualification des léopards avec au moins 5 images des pancartes de changement de la Constitution au milieu de la population. On a vu le lendemain le président de la République partir en Kamba. Consacrer Nkamba comme une ville sainte. On sait qu'il est à 2 ans de la fin constitutionnelle de son mandat et dans les milieux politiques, ce débat sur la révision ou le changement de la Constitution est ressuscité. Pensez-vous qu'il va réussir ce pari, Jean-Marie Kassamba? Ça sera rocambolesque, on ne peut pas dire assez difficile pour écoutez, gagner tout ça d'une manière aussi beaucoup plus rapide et simple. C'est ça même la beauté de la politique. Félix Tshisekedi, c'est un politicien, au vrai sens du mot. Tacticien, au vrai sens du mot. Et j'ai toujours dit aux gens, il faut se méfier de la démarche de Félix Tshisekedi. C'est quelqu'un qui avance, on va dire, masqué. Félix Tshisekedi ne dit jamais ce qu'il va faire demain, sur le plan politique. Rappelez-vous, quand ils étaient à Genève, ils pensaient là-bas trouver un candidat unique de l'opposition. Et Fayoulou a été désigné à Genève. Le lendemain, c'est la base de l'UDPS, Kabound en tête, et les Peter Kazadi, les Kabouya, qui ont joué le rôle de dire à Félix Tshisekedi, sortez de là, sortez de là, sortez de là. Parce que nous avons la prévision, pour ne pas dire l'ambition,
d'aller au pouvoir. Sans compter qu'avant tout ceci, Félix Tshisekedi était en deal avec le pouvoir d'alors, de Joseph Kabila, à Ibiza, pour tirer son épingle du jeu, parce qu'il y avait la primature en sus. Quand Félix Tshisekedi arrive avec Vital Kamerhe à Nairobi, il a dit qu'il allait être avec Vital Kamerhe, on va dire, en Poutine, Medvedev. Il a joué le jeu, il a même fait un discours pour dire non, il y aura l'alternance, etc. Il a avancé masqué. Vital Kamerhe s'est retrouvé directeur des cabinets. Au lieu de Premier ministre. Oui, au lieu de Premier ministre. Bon, aujourd'hui, il est juste des simples députés un peu disparus de la circulation. Félix Tshisekedi est président de la République. N'oubliez pas que Félix Tshisekedi avait fait venir Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, pour faire l'union sacrée, Bahati en tête. C'est Bahati qui a recruté le premier membre de l'union sacrée au fleuve Congo Hotel, Guy Luando en sus, pour constituer ce qu'on appelle la majorité présidentielle qui n'existait pas à l'époque. Où se trouve aujourd'hui Bahati Lukwebo? Il a fait remise et reprise avec Katintima, tous les deux figures fermées parce qu'ils sont des leaders du Sud Kivu et chacun sait à quoi tout ceci va les conduire. Et donc Félix Tshisekedi, il applique ce que Machiavel a toujours dit, le pouvoir, ça peut s'obtenir, mais dès que vous l'avez, vous le gardez le plus longtemps possible et la fin justifie le moyen. Il est certes fait mandat, c'est-à-dire deuxième mandat, mais il n'oublie pas que l'après-pouvoir est toujours difficile. Il n'oublie pas qu'il y a toute une grande communauté, Louba, toute une grande communauté des l'UDPS, qui, en dehors de la présence de Félix Tshisekedi au pouvoir, eh bien, ça va être plus compliqué. Ça va être très compliqué. Et donc, il faut déployer des mécanismes beaucoup plus subtils. Sur le plan, je vous l'ai dit tout à l'heure, stratégique international, il a obtenu les États-Unis, même s'il n'y a pas la capitalisation au niveau gouvernemental, au niveau des institutions, au niveau même de son parti, de ses deals avec les Américains pour que les choses se fassent d'une manière planifiée et d'une manière organisée. Ce n'est pas encore fait ça. Le deal, c'est Tshisekedi, Trump, ça a l'air de fonctionner. Imaginons que Trump n'est plus au pouvoir. Avec qui, au niveau de l'administration américaine, ça va se formaliser. Le texte, la Constitution. Les gens pensent que quand Tshisekedi veut changer la Constitution, veut modifier la Constitution, c'est pour se maintenir au pouvoir. Non, c'est pour établir aussi les rapports de force avec ceux qui sont de l'autre côté. Parce qu'il sait que s'il change automatiquement la Constitution, ceux qui sont de l'autre côté vont sauter sur l'occasion pour dire on n'est plus hors la loi parce que la loi n'existe pas. Et donc, il va le faire quand il y aura les dialogues pour dire voilà, les condamnations à mort et tout ça, ça fait partie de la stratégie. Mais surtout, ce que vous avez dit tout à l'heure, les actions politiques. Tout est bon pour justifier son pouvoir, avoir ce qu'on appelle l'assentiment populaire. Le football, c'est l'opium du peuple, de la jeunesse. Donc, celui qui encourage le football, qui encourage le sport, qui fait des actions à visibilité immédiate pour le sport, il peut être près de la population. Et Félix Tshisekedi joue à fond la carte, porte le maillot, embrasse sa femme, va au stade, donne de l'argent. Les jeeps. Oui, suffisamment. Même si on n'a pas encore la coupe. Parce qu'il ne va pas attendre qu'on aille là-bas, qu'on soit éliminé, pour que le peuple oublie. L'acte générateur de la réjouissance populaire, c'est la qualification. Donc, il a misé là-dessus pour dire, ne serait-ce que ça, c'est comptabilisant pour moi. Et donc, il a fait. Donc, c'est de bonne guerre. Maintenant, c'est la faute des communicants, pour lui, parce qu'ils ont vendu la mèche trop vite. Les tititi... Tina 3. Oui, ça, c'est une faute tactique. Parce que vous livrez tout de suite votre message et vous créez dans les chefs de vos concurrents. La méfiance. Oui, la méfiance. Et on va dire, oh, voilà, il fait ça parce qu'il veut faire ça. Mais parlant de ses concurrents, Jean-Marie Kassama, on se souviendra que
Le régime Joseph Kabila avait aussi une idée vers 2015 de vouloir prolonger le bail un peu plus longtemps. Oui. Ils ont retrouvé en face d'eux une opposition forte. Aujourd'hui au pouvoir, on doit se le dire, depuis que... Aidé par la communauté internationale. La communauté internationale. L'Église catholique. L'Église catholique. Oui. Mais aujourd'hui, Tshisekedi arrive à réunir la communauté internationale autour de lui, petit à petit. L'opposition en face est de privilèges, c'est-à-dire en costume, prison c'est Rotana, c'est pas Makala et tout le reste. Il n'y a que l'Église catholique peut-être qui reste en porte-à-faux face à Félix Tshisekedi. Est-ce que ça suffira à ne pas arriver à ses objectifs? Monsieur Yochokoum, je vous donne ce qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est 3 choses. Première chose, c'est la force. Si vous maîtrisez la police et l'armée, vous avez le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent. Si vous avez l'argent, vous êtes capable d'acheter n'importe quelle conscience et les gens vont vous suivre. Le pouvoir, c'est quoi? C'est le discours pour gérer les opinions. Tshisekedi semble contrôler les 3. Il a les services de renseignement, il a l'armée, il a des MIAP, CNC, etc. Les drones. Il n'y a voilà. presque plus de secret pour lui. L'argent, eh bien, il a l'argent. Suffisamment d'argent. Mais là où ça pêche, c'est que l'argent ne circule pas. Et c'est l'erreur que les gens de Tshisekedi font, c'est de ne pas faire circuler l'argent. Mobutu faisait circuler beaucoup d'argent. On disait qu'il n'avait rien pour lui. Tout ce Oui. qu'il prenait, c'était pour acheter. Les 32 ans de Mobutu, c'est la circulation de l'argent. Effectivement. Parce que sa femme a dit après, ils se sont retrouvés sans rien. Oui. Tout l'argent qu'il prenait, il distribuait. Kabila, père et fils, le père ne faisait pas beaucoup circuler l'argent, mais le fils faisait circuler l'argent. Beaucoup de gens étaient entretenus par l'argent. Y compris l'opposition. Mais bien évidemment, surtout l'opposition. Et je sais de quoi je parle. Et Sassou Nguesso fait circuler beaucoup d'argent. Ouattara fait circuler beaucoup d'argent. Si vous voulez rester au pouvoir, faites circuler l'argent. Les gens de Tshisekedi gardent le pouvoir et l'argent. Mauvaise idée. Oui, trop flambeau. Et ça va coûter très cher demain. Mais Tshisekedi a l'argent. Il peut le faire circuler quand il veut. Regardez, à l'époque avec les députés, vous vous rappelez les véhicules députés? Palissades. Les palissades. Mais l'argent est sorti. Maintenant, les joueurs, l'argent est sorti. L'argent a le pouvoir de prendre ou d'acheter qui on veut. Troisièmement, le discours. Le discours pose problème dans le chef de la majorité. Si vous avez quelqu'un comme Bata, hier il disait, voilà, la meilleure constitution, etc., etc. Le problème du numérique aujourd'hui, c'est que tout reste. Internet à la mémoire. Et on va vous opposer ça et ça risque de distiller. Bakonga, voilà. Difficile de tourner Kazakh. Oui, oui, ça pose problème. Et donc, il manque dans le chef de l'Union sacrée le discours pour gérer l'opinion. C'est pour ça qu'il y a des tâtonnements dans les discours. Les tâtonnements, c'est tantôt ce qu'on a dit TINA 3, tantôt on change la constitution, tantôt c'est les étrangers, et tantôt c'est... voilà. Donc, il y a un problème de discours sur lequel il faut absolument que les stratèges de Tshisekedi travaillent pour qu'il y ait ce qu'on appelle les éléments de langage beaucoup plus clairs, pour que la force dont il dispose ne soit pas interprétée comme étant de la dictature, parce qu'un pouvoir, ça va avoir de la force, et là, il a la force, c'est intéressant. L'argent qu'il dispose, il faut que cet argent circule pour que les gens qui peuvent montrer qu'ils ne peuvent pas être achetables, mais on peut les acheter directement ou indirectement. Et ce discours va asseoir le pouvoir. Parce que si vous avez les 3, vous allez diviser l'opposition, vous allez créer ce qu'on appelle la peur, et vous allez créer ce qu'on appelle la lassitude. Vous allez tellement soit acheter les uns, soit les brimer, etc., et qui vont se fatiguer, à un moment donné, ils vont abandonner. C'est la coercition, pour ne pas dire l'assemblage de tout ceci, qui va faire que, pour changer la Constitution, ça ne posera pas de problème, pour
peut-être avoir un nouveau mandat, ça ne posera pas de problème. Mais si on ne tient pas compte de tous ici, on risque d'avoir de sérieux problèmes. Parce que l'opposition dont vous parlez qu'elle est faible, non. Les niveaux de vie de la population posent problème, les sociales posent problème, même la communauté internationale vacille en fonction de l'ambiance, pour ne pas dire des circonstances. À un moment donné, Mobutu avait la popularité incontestable. Lorsque il y a eu la misère de la population, la communauté internationale a changé. Depuis 1992, Joseph Kabila, avec Matata Mponyo, de 2010 à 2014, on avait l'économie la plus forte. Mais il y avait un problème aussi des discours. Les FCC d'abord, c'était embourgeoisé. Autour de Joseph Kabila et tous les leaders du FCC, chacun nommait ses amis, ses copines, etc. Ils étaient tous à Rotana, Fleuve Congo et Grand Hôtel, et ils avaient oublié la cité. Conclusion, ça n'a pas fonctionné. Et donc, Félix Tshisekedi, quand il fait du football, des discours, il va en Kamba, tout le monde est parti en Kamba. Mobutu avec les kimbanguistes, c'était comme ça. Mobutu. C'est Mobutu qui a fait les kimbanguistes qui sont là. Il a tout donné aux kimbanguistes. Joseph Kabila, premier voyage. Effectivement. Kamba. Tout jeune là. Il a donné à. Il y a même une vidéo qui circule. Il était assis dans les bancs des fidèles comme tout le monde. Bien sûr. Les chefs spirituels avaient Mais beaucoup sa parlé. femme, il a épousé une Né Congo. Oui. Il a offert aux kimbanguistes, enfin au Né Congo, le mausolée de Kassavubu. Là où repose Kassavubu, c'est Joseph Kabila qui a offert. Il y a mon image, place Kimpanza, c'est Joseph Kabila. La route de Matadi, c'est Joseph Kabila. L'aéroport de Mwanda, c'est Joseph Kabila, etc., etc. Donc, les kimbanguistes, ne vous étonnez pas, demain, il y a un autre président, ils seront proches de ce président-là. Ça, c'est pas la question. Donc, que les gens ne disent pas que Tshisekedi fait de l'opportunisme en faisant ceci. Non, il fait de la politique. Et il faut que les autres fassent aussi de la politique. Et c'est comme ça que ça passe. Très bien, on va aller un tout petit peu à l'international. Un crochet d'abord en Afrique. Oui. Nous étions avec vous à Brazzaville pour la commémoration de la fête nationale. On a vu l'organisation. C'est vrai que ce n'est pas la Chine, ce n'est pas les États-Unis, oui. mais les unités, la propreté, l'organisation, c'était quelque chose. On a vu cette semaine le Sénégal répéter la même chose, avec invité le Gabonais, Brice Oligui Nguema. Il y a cette organisation. Ça nous manque un peu à Kinshasa, ces gens On a un problème de protocole. Monsieur Tchoko, on a un sérieux problème de protocole, de structuration. Jusque-là, on n'a pas fait notre défilé pour montrer les muscles. Et Dieu sait combien d'armes Félix Tshisekedi a acheté. Nous avons suffisamment d'équipements. On en a perdu un peu à Goma ou ailleurs, mais nous avons suffisamment d'équipements. Vous entendez quoi par protocole? Vous étiez dans les grandes organisations à l'époque, francophonie et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut pour organiser quelque chose qui donne la valeur de la RDC, qui fait que la RDC fasse la une de toutes les télévisions du monde pendant un bon moment? Parce qu'on est complexé même du Sénégal. On est devant quel pays d'Afrique? Mais je vous ai dit que nous avons un problème de protocole et de structuration de notre leadership. Vous savez, moi, j'ai fait un travail, troisième cycle, enfin de doctorat, sur la communication des crises, mais aussi la communication de l'image. L'image, c'est très important. Quand vous voyez la Chine faire le défilé, la Russie faire le défilé, Corée du Nord, l'Iran faire le défilé, c'est là que vous montrez les muscles de la République. Lorsqu'il y a des grands événements, c'est là que vous montrez que vous êtes un pays structuré. Nous avons beaucoup de fonctionnaires qui tournent autour du président, qui restent fonctionnaires, excusez-moi du terme, flatteurs. Ils soignent l'entourage immédiat. Félix Tshisekedi aime les beaux. Il est un peu comme Mobutu. Il aime des beaux palais, des chics, etc. Brasser 56 $. Et c'est des bonnes guerres. On ne peut pas être président et pauvre et sale. Non, il aime ça. Mais il faut qu'au niveau de la structuration de l'État, que ça se passe. Il faut que les fonctionnaires qui sont au protocole d'État fassent le travail. On ne peut pas laisser notre président de la République avec Mouniéré passer les troupes en revue. On ne peut pas laisser un garde du corps du président de la République porter le maillot autour du président de la République. Mais si vous portez maintenant le maillot et vous protégez le président, dans la foule, il y a autant de gens qui ont le maillot. Un intrus est vite arrivé. Comment vous allez être distingué par vos collègues de la sécurité si vous-même vous avez le maillot? Mais ce type-là, on devait être
Vous devez être interrogé. Pourquoi vous portez le maillot et venir dans le cercle immédiat du président de la République? Il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées. Corrigées pourquoi? Parce que nous sommes un grand pays. Sur le plan de la communication, sur le plan du protocole, sur le plan des événements majeurs. Aujourd'hui, nous sommes candidats, membres de la francophonie. Pour le secrétariat général. Alors, donnez-moi le desk communicationnel qui accompagne cette campagne qu'on est en train de faire à travers le monde. Je vois que le ministre et la dame, la fille Lumumba, qui font le tour de présidence en train de chercher des soutiens. Mais sur le plan de la communication, qu'est-ce que nous avons enclenché comme dynamique de persuasion? Est-ce que d'abord, même ici, au sein de la population, il y a plus de gens qui parlent français à Kinshasa qu'il y en a à Paris. Mais dans les rues, les gens ne sont peut-être même pas au courant de cette élection. Même pas des panneaux, comme on a vu Brazzaville faire pour UNESCO et tout ça. On y était avec vous. Oui. Donc, vous ne pouvez pas, en quelque sorte, flatter le président, flanquer 3 personnes, aller faire la campagne pour la francophonie. Mais les Rwandais ont commencé à faire la contre-campagne. Nos infrastructures de jet de la francophonie, dans quel état? Là, il y a encore des dettes. Mais ils vont jouer sur ça. La presse nationale, à titre personnel, je gère la presse de Kinshasa ici, qui est la capitale de la francophonie. Moi, j'ai reçu sur le directeur général de Radio France Internationale. Je lui ai posé cette question. Mais les gens qui vont persuader le président, oui, ça va marcher, nous allons... Si Macron nous donne son accord, oui, on va le faire. Mais Macron, il y a d'autres chefs d'État aussi. Il y a ce qu'on appelle l'opinion publique. Il faut qu'on puisse épouser la cause, comme nous le faisons pour le football. Mais vous allez voir qu'il y a quelques flatteurs autour du président. Non, n'associons pas telle personne, pas telle personne, nous allons faire ça nous-mêmes, etc. Et on pose des actes qui ne sont pas au niveau de notre leadership panafricain international. Et je vous ai toujours dit, Félix Tshisekedi a beaucoup d'ambition. Moi, je l'ai suivi quand il a fait des discours sur les infrastructures. Il a parlé de hub. La RDC doit être un hub. Aéroport, carrefour avec des routes, etc. Un peu comme l'Éthiopie aujourd'hui. Où est la communication autour de ça? Si vous voyez le nombre d'infrastructures que Félix Tshisekedi a fait à travers le pays, qui en parle? On parle même de Kinshasa ici seulement, Rocade, Upen. Mais regardez, ne serait-ce qu'au niveau de la ville de Kinshasa ici, le boom immobilier. Où est la structuration de tout ceci sur le plan de la communication pour montrer chantier en cours? Kinshasa est en train de se métamorphoser. Rien. Et donc, vous me posez la question, sur le plan de la présentation à Brazzaville, les choses sont structurées, présentées au Sénégal, présentées, etc. Mais on fait appel, excusez-moi du terme, aux spécialistes de la communication, ce qu'on appelle le marketing public, le marketing d'État, la communication institutionnelle, c'est les cours que j'enseigne à l'ENA, la communication institutionnelle, l'institution, l'État congolais doit se vendre. Nous, on ne vend pas. On est dans l'immédiateté, on fait des trucs au jour le jour. Conclusion, au-delà, nonobstant la bonne volonté du président, les choses risquent de stagner. On quitte l'Afrique, on va maintenant dans le Moyen-Orient, parce que c'est le centre névralgique où tout tourne en ce moment dans le monde. On pouvait dormir mardi et pas se réveiller mercredi parce qu'on allait tirer la bombe nucléaire. On s'est finalement réveillé qu'il y a 2 semaines de sursis encore. Donald Trump, comme Vladimir Poutine, peut-être il y a 4 ans, pensait en finir très rapidement avec l'Iran. Mais sur papier, les choses se passent très différemment. Jean-Marie Kassamba, on ira jusque quand avec ce conflit? Écoutez, très modestement, je vous ai toujours dit que les rapports de force au niveau international ont changé depuis bien longtemps. Et la toute-puissance américaine est finie depuis longtemps. Beaucoup de gens n'écoutent pas. Et comme on dit, on est peu prophète roi dans beaucoup de matières. Je vous avais dit, les Américains qui n'ont jamais gagné une guerre, je le répète, les Américains qui n'ont jamais gagné une guerre ne gagneront pas cette guerre contre l'Iran. Pourquoi? Au Vietnam, ils ont perdu, ils sont partis. En Irak, ils ont perdu. L'Irak, c'est le chaos en ce moment. Afghanistan. L'Afghanistan, ils ont perdu. Et regardez la manière dont ils ont fui Kaboul
les gens s'agrippaient à l'avion. Même en Afrique, en Somalie. La Libye, même la petite Somalie. Oui, oui. Et vous pensez que, en 1979, les Iraniens qui ont humilié les Américains en prenant en otage leurs diplomates et en les chassant, et qui se sont organisés militairement, qui ont des montagnes partout, ils ont des usines enterrées à plus de 200 mètres de profondeur, avec ce qu'on appelle la guerre asymétrique, ils vont perdre. Les Américains avec les bombes, c'est impossible. Et donc, aujourd'hui, cette guerre, ce n'est pas la guerre contre l'Iran, c'est la guerre contre la Chine. Trump, en voyant que la Chine a les terres rares, la Chine contrôle le pétrole, la Chine est une grande puissance, a dit je vais commencer par bloquer la Chine partout où elle s'approvisionne. Au Venezuela, en Libye, En Iran. en Iran. Et aujourd'hui, chez nous, c'est en train de faire avec les routes là, Biden était venu ouvrir ici. Corridor de l'Europe. Le corridor de l'Obito. C'est cette guerre-là qui s'est menée. Et comme à chaque fois qu'il y a la guerre froide, les Américains, les grandes puissances, se cachent derrière ceux qui se font la guerre. En Afghanistan, c'était l'URSS qui combattait les États-Unis. Comme les missiles de Kiba, c'est la même chose. Et finalement, les Russes ont perdu à leur tour, les Américains ont perdu aussi dernièrement en Afghanistan. En Iran, Irak, les Américains finançaient l'Irak de Saddam Hussein contre l'Iran pendant 10 ans. Ils ont perdu. En Ukraine, c'est l'OTAN. L'OTAN, c'est qui? C'est les Américains et les Européens qui font la guerre à la Russie. Et ils ont perdu. Aujourd'hui, c'est les Américains et les Israéliens qui attaquent l'Iran pour bloquer les Chinois et ils viennent de perdre. Pourquoi? Parce que la Russie et les Chinois, ils ont vendu toute la visibilité aux Iraniens. Les missiles iraniens qui tapaient sur les bases américaines qui donnaient les positions. Ce qui n'était jamais arrivé. Parce qu'on s'est dit, on élimine la tête du régime, le Mollah, et Mais ça, c'est Benjamin Netanyahou. On a remplacé un radical encore pur et dur qui vient de perdre son père, sa femme, ses enfants, ses frères dans un bombardement contre l'Amérique qui s'est exprimé il y a 24 heures pour dire que la seule manière de survivre, c'est d'intensifier la guerre. Il le dit en plein cessez-le-feu. Monsieur Ochokoum, je vous dis, la structuration du pouvoir iranien, ce n'est pas il y a un président qui décide et puis en bas, les gens exécutent. Non. Les gardiens de la Ils sont, d'abord, c'est mosaïque et puis c'est décentralisé. Les bases sont partout et sous terre partout, avec des commandants qui peuvent agir en temps réel. Autour des détroits d'Ormuz, il y a des bunkers partout, avec des missiles comme ça, orientés vers ce détroit. Donc personne ne peut passer par là si les Iraniens n'autorisent pas. Et puis je vous ai dit, la guerre est asymétrique aujourd'hui. Les Américains avaient installé des bases au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Qatar, voilà. Tous ces pays-là, comme ils produisent du pétrole, ils disent voilà, nous, on a beaucoup de pétrole et beaucoup d'argent, venez mettre vos armes ici, si on nous attaque, eh bien, vous allez nous défendre. Et qu'est-ce que les Russes et les Chinois ont fait? Ils disent bon, parce qu'ils veulent nous embêter pour le pétrole. Bon, tapez d'abord sur ceux qui les protègent, et on va voir ce qu'on va voir. Et ce qui s'est passé, les Américains ont été chicotés, c'est le terme, par les deux Russes et les Chinois via les Iraniens, et ils ont perdu. Beaucoup d'appareils, Trump, on parle en milliards. Hein. Trump a enlevé ce qui est beaucoup plus grave, c'est ce qu'on appelle l'illusion de la toute-puissance américaine. Make America Great Again, là, pour lequel il a battu campagne. C'est-à-dire que, moi j'écoutais un confrère européen qui dit, nous on pouvait s'abriter derrière les Américains, disant c'est la grande puissance mondiale, etc. Mais regardez ce que les Iraniens vont faire. On nous a enlevé l'illusion de la toute-puissance, parce que maintenant, n'importe qui peut dire, moi aussi, je peux affronter les Américains. Plus fort que l'Iran. Maintenant, la Corée du Nord, qu'est-ce qu'elle peut dire si l'Iran a fait ça aux Américains? Donc, c'est pour vous dire que la guerre asymétrique a ceci de bien, c'est que
C'est comme un grand frère hein, dans le quartier qui bombe le torse et tout ça. Tu vois, un petit à côté qui fait les David, hein, Goliath contre Goliath. Et puis il dit au grand frère, attention, vos biceps là, ils ne font absolument rien. Parce qu'il sait que son talon d'Achille, c'est quelque part. Eh bien, il va tirer seulement sur le talon d'Achille, le colosse tombe, et puis le mythe du grand frère qui tape tout le monde dans les quartiers est terminé. Et c'est le cas aujourd'hui. Quand vous voyez Trump qui dit qu'il allait éliminer ou plutôt effacer la civilisation perse, négocier maintenant au Pakistan avec les Iraniens, c'est que le mythe américain, c'est terminé. C'est terminé. Et donc, nous sommes dans la nouvelle configuration. La Chine, ou autrement dit le BRICS, ont pris les devants maintenant. La Russie, avec la nouvelle technologie, la Chine avec son armée toute puissante, et les marchés financiers vont fonctionner qu'en fonction des détroits d'Ormuz, qui est devenu payant maintenant. Avant, c'était gratuit, c'est devenu payant. Et qui a gagné dans tout ça? Les Iraniens. Le régime n'a pas été changé, leur programme militaire, notamment nucléaire, va continuer, leurs missiles sont intacts dans les bunkers, et personne ne va oser les affronter maintenant, parce que si les Américains ont perdu face à l'Iran, qui d'autre dans la sous-région? Pas des conséquences pour l'Afrique, vous pensez? Mais écoutez, l'Afrique qui est encore faible, allait finir très mal si le pétrole n'arrivait pas à traverser ces détroits d'Ormuz, mais l'Afrique a la chance d'avoir accès maintenant aux Chinois, aux Russes, aux Brésiliens et aux autres. Et il peut maintenant faire expliquer aux Américains et aux gens de l'Union européenne, eh bien, écoutez, si vous ne voulez pas jouer carte blanche avec nous, on va se reconvertir. Et c'est là où je reviens pour dire, le deal que Félix Tshisekedi a fait avec les Américains doit être capitalisé aujourd'hui par les gens du pouvoir, par le gouvernement. De quelle manière structurer tout ceci, mettez sur la table, organisez-vous en amont et faites le travail. Montrez aux Américains que vous avez des usines, vous avez l'administration, vous luttez contre la corruption, vous êtes aussi structuré pour faire des choses dans les normes internationales, comme Doudou Fama vient de le faire sur le marché financier. On va avancer. Pas seulement dire, on est avec les Américains, ils vont taper sur Paul Kagame et la guerre va se terminer. Non, non, ça va se terminer comme ça, parce qu'entre-temps, les Rwandais eux-mêmes aussi, ils sont en train de travailler et avec les Chinois et avec les Américains. J'ai demandé pour l'Afrique, mais aussi le volet Europe. On sent Donald Trump qui sera peut-être un peu revanchard, que l'Europe ne soit pas venue à son secours au moment il ne fera rien, le pauvre. L'Espagne, il menace la France, jusqu'à du coup en dessous de la ceinture contre Macron. Il ne fera rien, l'Europe se réveille un peu en retard maintenant parce que le piège des Américains qui a poussé les Européens à faire la guerre à la Russie, à couper les cordons ombilicaux, notamment le gaz et le pétrole, à l'Union européenne. Les Européens ont eu la crise maintenant, c'est pour ça qu'il y a l'austérité un peu partout. Eh bien, les Européens n'ont pas joué les jeux cette fois-ci pour aller en Iran. Ils vont faire comprendre aux Américains que, écoutez, nous sommes quand même des pays, on va se structurer. Oui, oui, si vous voulez. Regardez, la France vient de rapatrier son or qui était aux États-Unis. La France a rapatrié de l'or. Il y a beaucoup de pays européens aujourd'hui qui ne sont pas pro-américains, qui ne veulent pas, comme l'Espagne, comme d'autres, qui ne veulent pas faire les dictats des Américains. Oui, ça va arriver comme ça et ça va continuer. Donc Trump, si jamais il saute, les Européens et les autres vont avoir un autre discours avec les Américains. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour ces analyses claires, lucides. On en ressort toujours un peu plus sage à chaque fois. Mais c'est vraiment un plaisir. Demain, on vous retrouve au club 50 le club, avec les habitués. Les rendez-vous appréciés par tout le monde et quand on ne le fait pas, on est trop... Où est le club? Voilà. Dans la ville. Merci beaucoup et bon week-end. Jean-Marie Kassamba, merci d'avoir suivi. On va souffler un tout petit peu pour prendre un invité, je pense, qui reste.